Et ensuite, comment gérer un décor avec des sprites. En essayant de ne pas faire d'effet démo. Ça, je vous garantis rien par contre. Donc on part d'une scène vide, et donc là j'ai juste passé la caméra en orthographique pour le 2D. Et ici, on se rend compte que sur l'import des textures, on a beaucoup plus d'options que dans l'ancienne version. Et on va juste sélectionner Sprite et lui préciser que c'est qu'il y a plusieurs sprites dans l'image. Et à ce moment-là, on va pouvoir ouvrir le sprite editor. Donc là, on voit la feuille de sprite en entier. Et on va juste lui demander de la découper en automatique. J'imagine que vous ne voyez pas grand-chose, mais il a généré, là, il nous a découpé chaque sprite de l'image par rapport au canal alpha. Donc tout automatique, ils ne sont pas du tout alignés. Et donc ça, il l'a fait tout seul. On peut lui donner une tolérance sur la séparation de chaque sprite si on a une sprite, c'est vraiment très collé. On peut augmenter ou diminuer la tolérance sur la bordure. Et on peut aussi lui demander de changer le pivot. Tu sais qu'on a l'habitude de faire des 2D, parfois on a besoin d'avoir le pivot en dessous et pas au centre du personnage. Donc ça, c'est géré aussi. Je sauvegarde. Et donc ici, il m'a bien découpé toute la feuille, seule comme un grand. Pour mon personnage, je vais juste glisser la texture sur la scène. Et donc là, il m'a automatiquement créé un sprite renderer avec la première image. Pour l'animation, on va juste ouvrir le panel d'anime et sélectionner, par exemple, pour le idle, je vais sélectionner toutes les images idle, je vais juste les glisser. Et là, avec la preview, je vais pouvoir régler la vitesse d'animation de cette première animation. Ensuite, je run. Même chose, je vais pouvoir régler la vitesse directement. Et donc là, ça va créer mes deux fichiers d'animation idle et run, et un troisième fichier qui est le fichier, ce qu'on appelle le fichier animator. Pour ceux qui ont déjà utilisé Mecanim, vous n'allez pas être perdus. C'est exactement comme l'animation du modèle 3D. Ça va être une machine à état où on va juste définir les conditions qui nous permettent de passer d'une animation à une autre. Là, pour l'instant, j'ai toujours rien codé. Je vais juste faire un clic droit sur idle pour faire une transition vers le run, et je ferai pareil pour le run après. Pour gérer une transition, on va avoir besoin d'une valeur. Donc là, je vais utiliser une valeur que je setterai grâce à un script de logique juste après, qui sera la vitesse. Et donc, quand la vitesse est supérieure à 0, on passe du idle run, et une transition, elle est inférieure à... On repassera sur le idle. Donc là, si je play comme ça, il va play automatiquement la première animation qui a été créée, donc le idle. Là, pour l'instant, pas de problème. Je vais rajouter de quoi physiquer mon personnage pour le déplacer. Là, je vais, de façon très simple et un peu bourrin, je vais juste le mettre dans un cercle et lui rajouter un rigid body 2D. Là, comme ça, si je le lance, là, il va tomber, forcément. Je vais juste tricher un tout petit peu et avancer sur ce que Benjamin va vous montrer juste après. Je vais mettre un sol. Ici. Là, attention, j'ai oublié. Pareil,
ça c'est pour ceux qui ont fait du mécanime avant. Vous avez vu que les animations des modèles 3D ont changé. On n'anime plus jamais un modèle maintenant sur place. On va animer également le mouvement. Pour les sprites 2D, il faut désactiver cette option-là. On va désactiver l'application du mouvement sur le nœud. Et à ce moment-là, normalement, le petit personnage, je ne sais pas fait petit, il devrait tout simplement avancer. En suivant le décor qui est arrondi et en respectant son animation d'idle et run en fonction des inputs du pouce. Au niveau du script, histoire de ne pas vous faire peur, c'est, je vous disais, 4 lignes, presque 4 lignes. Et c'est à cet endroit-là, en fait, qu'on va setter la valeur de speed à l'animateur. Et donc c'est juste cette ligne-là qui va permettre de faire le switch d'animation entre le idle et le run. Donc, pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre sprite qui a été fait bien à l'arrache. Ici, donc c'est ce sprite-là. Donc si je le regarde, il n'y a pas vraiment grand-chose qui est aligné. Et surtout, tout est un peu dans le désordre. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, quand on du coup slice le sprite, Unity arrive à le faire très bien tout seul. Quelques petits détails. Mais voilà. Ce qu'on voit ici, c'est que la partie du bas, du coup, est découpée dans un rectangle. Et en fait, comme Rémi vous l'a presque montré, on arrive à avoir de la physique qui suit le sprite, qui suit le modèle. Donc comment on fait ça en fait? C'est tout simple. Ici, Rémi a ajouté un Polygon Collider, blé, et en fait il est généré directement sur le modèle. Donc ici, si on zoome un peu, on voit, ici là on a toutes les lignes du polygone, et chose pratique, c'est que si jamais le polygone voilà. Donc là en vert, on a notre collider. Chose pratique, si j'appuie sur Shift, je peux prendre mon polygone et le modifier. Ce qui fait que si je lance mon jeu, voilà, que je vais à gauche, je peux modifier mon collider exactement comme je veux. On va remettre ça en place. C'est pas très pratique comme c'est. Et donc si je reprends mon petit personnage ici, que je mets sur mes scènes, c'est pas lui que je veux. Forcément. On va prendre notre table ici, voilà, petit bonhomme. Et donc lui, vous avez vu que la slice était bien, enfin le sprite de base, qui est, je précise, du coup, un PSD. C'est pas un PNG, c'est un PSD directement, qu'on a mis dans l'outil, qu'on a droppé dans l'outil. Donc on l'a setupé avant le meetup pour que ce soit fonctionnel. Mais du coup, voilà, on a notre petit bonhomme qui bouge correctement et qui peut même sauter. Alors la différence entre les deux persos, qu'on voit, c'est que le petit bonhomme ici, il glisse. La différence en fait entre les deux, c'est que celui-là, il a un box collider 2D, alors que l'autre a une sphère, enfin un cercle, du coup, vu qu'on est en 2D. Donc voilà. Animator. On va vous montrer du coup l'animator de ce personnage-là. Du coup, très simplement, on a quelques états en plus. On a le jump, du coup. Donc on passe du idle au jump. On peut aussi passer du run au jump. Donc, le run pour aller au jump, tout simplement, c'est si jamais on appelle jump, donc il y a un trigger tout simplement. Et du jump, on peut passer au R, ce qui fait que si jamais on tombe, on reste dans l'état R, qui est simplement une partie de la sprite. Voilà. On est bon. C'est parfait. Donc R, R, R.
C'est juste pour vous montrer la différence. Donc, on a toujours fait des transitions à partir de variables qui étaient passées par les scripts. Mais entre jump et R, c'est la seule transition qui diffère un petit peu, où là, on va passer d'un état à un autre à la fin d'une animation. Où là, le jump est la seule animation qui n'est pas en loop. Et du coup, dès qu'elle se termine, elle passe sur le R. Et après, c'est le R qui permet de revenir sur soit le idle, soit que le idle. Et ensuite, c'est le idle qui repasse au run si jamais on est toujours en course. Sinon, ce qui concerne le code, c'est à peu de choses près le même code, il y a juste le jump qui a été ajouté dans le code. Donc 5 lignes. Voilà. Presque. Voilà. On reste une question. S'il y a une question sur la 2D, les sprites, et sinon on va enchaîner avec Chéri. Par rapport au format des sprites, c'est des PSD, c'est ça que vous avez mis directement dedans? Alors le second c'est un PSD, le premier c'est un PNG. Le premier c'est un PNG. Du coup, le PSD, on peut le faire ça modifier par Unity. Alors dans Unity, il faut reslice, si je dis pas de bêtises, quand on modifie le PSD. Tout simplement, parce qu'il ne détecte pas le fait que tu aies modifié le fichier. Bon, on enchaîne. Bonsoir à tous, je m'appelle Chéri Funis, je travaille chez Google Maps et j'ai travaillé dans plusieurs boîtes qui faisaient du Unity avant. Et je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec le concept des shaders. Qui connaît ouais, il y en a déjà pas mal. Donc alors, on va prendre la définition la plus simple qu'on puisse trouver sur internet, celle de Wikipédia. Un shader est un programme informatique utilisé pour paramétrer une partie du processus de rendu réalisé par une carte graphique ou un moteur de rendu logiciel. Alors, derrière tout ce concept assez barbare, il y a une logique assez simple. En fait, ici, c'est comment on arrive à rendre une image sur la zone de jeu ou du logiciel. Et on a déjà beaucoup de shaders de base dans Unity qui permettent de faire pratiquement tout. Là, j'ai créé juste un objet, un cube par exemple, et si j'arrive à réduire la fenêtre, voilà. Je vais faire un matériel qui va avec. Non, c'est là. Create Material. Et ici, on a tous les types de shaders, parce que oui, c'en est aussi, qu'il y a déjà d'inclus dans Unity. Et ça permet de faire quasiment tout, sauf sur certains cas particuliers. Et c'est à ce moment-là où on va utiliser le Vertex Shader, qui lui va surtout travailler sur la géométrie et la lumière de l'objet qu'on veut rendre dans une scène, et le Fragment Shader, qui lui va court-circuiter la partie de rendu en pixels sur un objet. Alors, concrètement, c'est ça. Là, on a le matériel de base d'Unity. Quand on crée un élément, un GeoObject ou autre, on a le Default Diffuse qui a une gestion de la lumière et qui rend l'objet blanc. Et en customisant un peu beaucoup les shaders, on arrive à des résultats assez impressionnants. Et l'avantage d'utiliser des shaders, c'est que ces effets-là sont computés dans la carte graphique et du coup on peut garder le CPU pour d'autres traitements. Passons aux choses sérieuses. Là j'ai pris le shader de base qu'il y a dans la doc d'Unity où ça se présente de cette manière. En haut on a le nom du shader tel qu'on verra dans Unity. Les properties c'est ce qu'on voit juste là. C'est tous les paramètres qu'on peut setter pour customiser le shader. Et ensuite, on a les subshaders, juste là. Donc, en gros, le concept, c'est que un shader est composé de un ou plusieurs subshaders, du plus balèze à rendre au plus simple. Et au moment du lancement de l'exécutable, on va
il va détecter lequel des shaders est le plus supporté en essayant toujours d'avoir celui qui est le plus haut. Et si jamais on n'arrive pas à avoir aucun des shaders qui sont dans la catégorie subshader, il y a une fallback. Il va prendre un autre shader qui, là c'est le diffuse, c'est celui de base, c'est celui que je vous ai montré juste là, c'est le blanc. Et donc, ouais, maintenant, si on doit taper 10 lignes pour faire juste le donut blanc, imaginez combien ça doit prendre pour faire un effet comme celui-là. Donc là, c'est un système de programmation nodale, c'est-à-dire qu'on va assembler des blocs et faire des relations entre eux pour réussir à avoir des effets sans avoir à taper les shaders. Ouais. Je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. J'essaie de réduire la fenêtre. Donc, alors ShaderForge, c'est le système de programmation nodale, ça se présente sous forme d'un Unity package qu'on peut télécharger sur l'Asset Store. Et il rajoute un wizard, qui est donc un panel custom d'Unity. Si vous voulez. Voilà. Donc on peut créer des nouveaux shaders ou loader des shaders qui ont déjà été faits avec ShaderForge. On va essayer d'en faire un ensemble. Par contre, on voit rien du tout. Donc, voilà. Ici, on a tous les éléments pour créer les shaders. Et il suffit juste de drag and dropper sur la surface de travail les éléments qu'on peut les nommer pour les avoir dans l'inspecteur. Par exemple, la texture. Et je vais aller récupérer une des textures que j'ai dans mon projet. J'ai un souci de résolution, je n'arrive pas à tout voir. Voilà. Et ensuite, ici on a le canal de sortie. C'est-à-dire qu'ici on a l'aperçu de ce qu'on souhaite faire. Et on voit qu'il n'y a absolument rien qui est connecté à ça. Du coup, on va tout simplement prendre le canal RGB et le faire sortir sur le diffuse. Et là, il recompile et on a l'exemple avec cette texture. Sauf que voilà, on ne va pas utiliser un système de programmation nodale pour faire uniquement ça. On va rajouter des choses, par exemple une autre texture. Là. Et on va prendre autre chose. Celle-là. Et donc ouais, le problème maintenant c'est que si on met le canal RGB de la deuxième texture là-dessus, ça va casser la première relation. Et il y a un moyen extrêmement simple, d'ailleurs j'en vois pas d'autre, pour mixer deux textures, c'est la multiplication. Du coup, la multiplication prend deux éléments et elle en fait sortir un autre. Et là on voit déjà le rendu de la multiplication, le résultat de la multiplication des deux textures, une nuage et l'autre qui est un simple dégradé. Et en gros ça nous donne ça. Alors si je peux changer. Voilà. Et c'est ultra galère. Mais on peut aller encore plus loin, on peut s'amuser à rajouter par exemple une couleur pour teinter. Et on va utiliser le même procédé, on va prendre le résultat de la multiplication et en faire encore une autre. Où on prend le résultat de notre première multiplication
et une couleur qu'on va remettre dans diffuse. Et on peut créer un arbre absolument immense à partir de ça. Là, la couleur est grise, on peut la changer. Et voilà. Après, on peut encore s'amuser, hein. On le multiplie par autre chose et encore autre chose pour jusqu'à arriver au résultat qu'on veut. Le but d'utiliser un shader custom, c'est justement d'avoir un rendu qu'on n'arriverait pas à avoir avec les shaders normaux. Et on n'a pas que le diffuse, on a plein d'autres canaux qu'on peut exploiter. Là, je vais reprendre une texture pour vous montrer. Par exemple, le canal de transparence, le canal alpha. Ou là, par exemple, celui-là. Ouais, non. Et tout comme les autres paramètres, les autres properties que j'ai mis sur diffuse, je peux la multiplier. Là, ça tapera sur le canal de l'alpha, du coup sur la transparence de l'objet. Et on a un truc qui s'appelle The Slider, qui permet de tester un effet. Et justement, on va le multiplier avec la texture qu'on applique sur l'alpha. Voilà, on prend notre multiplication. On met le slider sur le B, le S sur le A, et la sortie, on la laisse juste là où on avait l'alpha clip. Et là, en théorie, si je ne me suis pas gouré, ça devrait bouger. Alors le truc, c'est que ça prend. À chaque fois qu'on bouge le slider, dans le mode d'aperçu, il va recalculer le shader. Et du coup, voilà, c'est ce qui fait que ça rame un petit peu sur le rendu. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer les petites manip là que vous faites. Combien ça peut vous faire économiser de temps. Là, c'est le shader qu'on a créé. Et en 5-6 minutes, on a l'équivalent d'une centaine de lignes de code, je crois. « 225. Sachant que c'est du code généré, donc c'est pas forcément la manière la plus optimale de le faire. Et donc ouais, voilà, le plugin est pour l'instant encore en bêta. Il y a d'autres choses qui vont arriver très bientôt. Vous pouvez le trouver sur l'Asset Store ou plus ou moins gratuitement sur notre site. Merci. Et une fois qu'il arrivera en version finale, il sera à 100 $, donc autant en profiter et prendre ma pointe. J'ai sûrement dit beaucoup d'aberrations, donc si vous avez des questions ou des remarques, je vous écoute. J'ai une question sur Shaderforge, du coup, que tu nous montrais. Les composants qui sont à droite, dans le panel de droite, Ouais. qui permettent, enfin, c'est des mini-shaders. Est-ce qu'il y a moyen d'en coder et d'en rajouter soi-même? Ouais, en fait, ça te... Tu peux répéter la question? Ok, alors est-ce qu'il y a moyen de réécrire sur le shader qui a été généré? Non, c'est pas ça ma question. C'est sur le panel de droite, du coup, tu as plusieurs shaders là, que tu as. Voilà, tu as rajouté Multiply, tu as rajouté à texture 2D, tout ça. Donc, ça, c'est des shaders qui sont déjà codés dans le multi. Il faut être rajouté par Shaderforge. Est-ce que tu peux en coder d'autres et en rajouter des composants comme ça? Des nœuds? Pas à ma connaissance, mais
Attends, je vais ressortir ce Shader Forge. T'as pas besoin, et genre t'as déjà tout et c'est parfait. Bah, a priori, t'as tout, mais vu que t'es encore en bêta, il y a peut-être certains éléments qui sont manquants. Je crois que j'ai. Ouais, je l'avais quelque part. Tac. Voilà. Alors là, c'est tous les nœuds qui sont disponibles. Je pense qu'ils y sont tous. Diffuse, diffuse power, spécular, c'est ce qui fait un peu les espèces de reflets qu'il y a sur les métaux souvent. Et normal, c'est ce qui permet d'avoir un petit effet de profondeur, comme la direction des pixels quand tu fais de la lumière. Émission, transmission, light wrapping, blablabla. Il y en a, voilà. Il y en a certains qui sont compatibles uniquement avec Windows, parce qu'ils utilisent DirectX, qui est une techno Windows, c'est la tessellation et displacement shader. Et voilà, je pense pas que tu puisses encoder, je sais qu'il y a les scripts, les éditeurs. Attends, non, il est compliqué, tu pourras pas taper dedans. Le shader généré, tu peux voir le code. Et par contre, ouais, modifier l'éditeur, je pense pas que tu puisses le faire. Je t'écoute. Ouais, petite question, enfin, je connais pas grand chose des shaders du coup. Depuis Shader Forge, tu peux donc, du coup rajouter des variations de shader en fonction du temps, comme tu nous avais montré, surtout que vous faisait des. Ouais, en fait, tu as un élément qui s'appelle time. D'accord. Juste là. Tac. Je vais le mettre ici. Et en gros, voilà, tu peux sortir time divisé par 10. Et du coup, et il y a aussi l'autre exemple que tu as montré, il y avait comment dire, le shader agissait sur la 3D, sur quelque chose qui sortait de la texture. C'est aussi faisable via Shader Forge ou pas? Ouais, en fait, tu rajoutes autant de paramètres que tu veux, et au final, le fait de rajouter un élément dynamique comme le temps, ça te permet d'avoir justement cet effet d'animation. Là, par exemple, l'alpha, j'aurais pu le binder au temps, et du coup, au fur et à mesure du temps, le truc serait soit. Et comment du coup pour avoir, tu sais, comme le vent qui tournait autour de l'anneau, genre un truc qui sort du. C'était pas vraiment, c'était à l'intérieur en fait, le vent qui tournait. C'est l'impression. Je pense que c'était une impression. Ah, j'ai perdu le slide. Ok. Et oui, le seul problème que je trouve à Shader Forge, c'est que ça n'exonère pas d'une certaine compréhension du mécanisme des shaders. C'est pas en assemblant plusieurs blocs et en les linkant au diffuse et aux autres nodes qu'on arriverait vraiment à avoir un effet justement qu'on recherche. Il faut comprendre un petit peu comment fonctionnent les shaders pour pouvoir réussir à reconstruire l'effet qu'on cherche. Vas-y. Est-ce que le shader qu'on crée, est-ce qu'il a une forme de standard? Est-ce qu'il est utilisable uniquement dans Unity? Ou est-ce qu'il va par exemple pouvoir être utilisé dans Blender, pour SMax ou est-ce qu'il y a un standard sur le shader? Je crois que c'est la déclaration. C'est utilisé. Moi je pense que c'est uniquement. Moi je pense que tu peux l'utiliser que sur Unity. Je sais pas si. Oui, non. Il faut Unity. D'autres questions? Non? Bah merci beaucoup. Bonsoir à tous, je m'appelle Sébastien Dubois, je suis lead programmeur chez Amplitude Studio sur le projet de John of the Endless. Et je vais vous parler de tout ça dans cette présentation. Voilà, mon contact, je vous remettrai à la fin. Donc la présentation sera en 4 parties. Je vais vous présenter un peu ma formation, enfin mon profil, Amplitude Studio, les jeux qu'il développe, et puis de John of the Endless. Avant d'entrer dans la partie plus technique qui va être la question du rendu, toutes les difficultés par lesquelles on est passé, les solutions qu'on a trouvées, qui ont marché, qui n'ont pas marché. Une troisième partie sur le générateur de donjons, génération semi-procédurale, et puis une petite conclusion rapide, et puis on laissera la place au Q&A, aux questions s'il y en a sur la fin. Alors rapidement, donc j'ai une formation d'ingénieur informatique généraliste.
Je suis passé au départ par des SS2I et du paiement en ligne, donc j'ai fait beaucoup de développement web, rien à voir avec le jeu vidéo au départ, pendant 4 ans. Et puis ensuite j'ai fait 4 ans chez Ubisoft et là 1 an chez Amplitude sur le projet Dungeons of the Endless. Alors Amplitude est connu pour le premier projet qu'ils ont sorti qui s'appelle Endless Space, qui a été un gros succès critique. On a remporté 2 awards au dernier Unity Awards. Donc c'est un 4X, donc jeu de stratégie spatiale turn-based, qui a très très bien marché. Et du coup, on est en Amplitude a lancé 2 nouveaux projets qui sont Endless Legends, qui est aussi un 4X, qui cette fois se passera sur une planète, et qui est toujours en cours de développement. Et donc Dungeons of the Endless, dont je vais vous parler juste après. Une des composantes très importantes d'Amplitude Studio, c'est ce qu'on appelle le Games Together. C'est en fait une plateforme communautaire qui nous permet d'avoir un lien très fort avec nos joueurs. Donc on leur donne des updates très réguliers sur l'avancement de nos jeux et on leur permet même d'interagir, de tester le jeu en priorité pour ceux qui sont en VIP et même de voter pour les listes de features qui vont venir dans les prochains updates de nos jeux. Donc c'est une plateforme très très importante pour nous parce que ça nous permet vraiment d'itérer rapidement avec la communauté, d'améliorer la qualité de nos jeux. Et donc Dungeons of the Endless, le projet sur lequel je travaille, est en fait un mix entre plein de genres, entre du roguelike, du tower defense, du RPG. Et on est en cours de développement, on est actuellement en early access sur Steam. Et je vais vous montrer une vidéo qui vous présente un petit peu le jeu, ce sera plus parlant. Si je la retrouve. Elle est par ici, donc elle va vous montrer rapidement le concept et l'ambiance un peu du jeu. Voilà, donc je ne sais pas qui connaissait déjà le jeu dans la salle. D'accord, ça fait plaisir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, c'est comme je disais, un mix de plein de genres, du roguelike, du tower defense et du RPG. Ça c'est le concept du jeu. Après visuellement vous avez vu c'est très orienté pixel art, mais avec des composantes modernes qu'on appelle un peu HD, qui sont les effets de particules, les effets de lumière, etc. dont on va parler un petit peu plus tard. La core team du projet est constituée de 4 personnes, donc un associé de producteur, un pixel artist, un game designer et un programmeur. Et donc ça c'est vraiment la core team qui bosse à 100% sur le jeu. On a plein d'autres personnes autour chez Amplitude qui nous aident, dont certains qui sont là, Laurent qui est notre producteur, François qui est un développeur tout là-bas qui nous a aidé sur le projet, et puis Maxence qui a fait le concept du jeu tout simplement.
Et puis autour de ça, on a aussi des sociétés qui nous aident à faire le design sonore et à faire les trailers qu'on vient juste de notre méthode de développement, et bon, vous devez connaître, ça fait partie des méthodes agiles, on utilise la méthode Scrum avec des sprints de 2 semaines. Et notre concept, c'est vraiment d'aller au fond de cette vision en ayant un développement très itératif. C'est-à-dire qu'on va avoir un game design pas complètement exhaustif au départ. On va se laisser un peu de flou, avoir une première implémentation, faire des playtests en interne, et puis revenir sur le game design et affiner jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de satisfaisant. Ensuite, on a ce dont je vous parlais tout à l'heure, le Games Together, qui nous sert beaucoup. Quand on envoie notre version à nos VIP, ils nous font des retours, en particulier sur tout ce qui est équilibrage du jeu, difficulté. On a leur feedback sur les nouvelles features. Et on a très souvent des retours en développement parce que voilà, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues dans leur réaction, des choses qui leur ont plu, d'autres non. Donc on a un développement très itératif. C'est vraiment le mot d'ordre sur notre projet, donc avec des temps d'itération très courts. Voilà, et en gros un état des lieux du projet, de l'avancement du projet, il a commencé en avril 2013. On est en early access, donc alpha on va dire depuis décembre 2013. On a depuis un rythme de mise à jour toutes les 2 semaines à peu près, avec de nouvelles features. Et puis bêta, on ne sait pas encore quand, et gold, on ne sait pas encore moins, forcément. Mais ça ne devrait pas trop tarder. Maintenant, je vais rentrer dans la partie plus technique de la présentation, la partie rendu. Donc, comme vous l'avez vu, on a, comme je disais, un mix entre du pixel art et puis du rendu HD. Alors, le pixel art, pour tous les connaisseurs, le mot d'ordre contre le pixel art, c'est d'avoir du pixel perfect. C'est-à-dire que chaque pixel designé dans l'image de l'artiste doit apparaître dans le jeu. On ne doit pas avoir d'effet de flou ou alors d'effet d'oubli de pixels, etc. Donc il y a des contraintes qui sont très figées techniquement qu'on doit imposer dans l'IT, qui sont les suivantes. Donc au niveau de la caméra, on doit avoir une caméra ortho, comme on a vu tout à l'heure dans la présentation du modèle 2D. Les textures, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros elles doivent être affichées telles quelles, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de compression qui viennent passer par au-dessus ou d'effets mid-map de simplification de texture. Et la best practice dans ce genre de cas, c'est d'avoir au niveau des dimensions dans la scène, un pixel est égal à une unité de distance dans la scène Unity. Alors les premières difficultés dans notre vision des choses, c'était d'avoir un mix entre des textures plates et du lighting dynamique. Donc pour ça, on a dû passer par des scènes 3D. Je vous les montrerai tout à l'heure. Et une scène 3D, pour avoir du pixel perfect, il faut qu'on ait... ça impose d'avoir une rotation en fait, de la caméra qui soit assez spécifique. Nous, on a choisi un angle de 60 degrés pour une raison assez simple. La priorité de notre affichage, c'était d'avoir des personnages très lisibles et très proches de la texture, le plus pixel perfect possible. Donc on a choisi cette orientation-là pour avoir un multiple de 2 en hauteur. Quand on affiche... bon, c'est assez... je vais vous montrer dans l'éditeur, ce sera plus apparemment. Quand on fait tourner la caméra dans ce sens-là, à 60 degrés, en fait, dans la scène, on a notre scène en fait 3D qui est on va un peu déformer. En fait, quand on regarde notre scène 3D de plus près, on se rend compte que le monde est un peu déformé, c'est-à-dire que les personnages sont très étirés sur la hauteur. Et c'est un peu moins visible, mais dans cette dimension-là, dans le Z, le sol est un peu étiré aussi. Tout ça, c'est pour compenser en fait l'angle de la caméra, pour avoir le rendu qui fait que dans le jeu, si j'arrive à retrouver le jeu, dans le jeu, un pixel qu'on voit ici dans le jeu, c'est vraiment un pixel de la texture. Donc voilà, là je matérialise un petit peu le scaling qu'on doit apporter à notre scène. Alors, une des premières problématiques qu'on a rencontrées, c'est le fait qu'une caméra orthographique ne peut pas supporter le mode differed rendering, qui sert la plupart du temps au lighting dynamique.
Donc on est contraint en mode forward rendering. Et le forward rendering, comme je le disais, n'autorise pas les ondes dynamiques, à moins de se limiter à une lumière directionnelle. Donc notre première solution, ça a été de tricher et de en fait repasser une caméra en mode perspective et à en fait réduire au minimum possible l'angle de vue en fait et de l'éloigner le très loin de la scène pour avoir cet effet un peu de non-perspective, c'est-à-dire que de très loin et en regardant un angle très serré, on a l'impression qu'on plaque tout sur un plan comme une caméra. Sauf que le problème, c'est que le résultat n'était pas complètement pixel perfect. On avait des zones de l'écran, en particulier les lignes verticales, qui n'étaient pas du tout verticales, enfin, qui avaient des artefacts graphiques qui étaient très visibles et qui étaient très peu satisfaisants. Et puis, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on allait avoir des problèmes avec les flottants dans Unity, dans les coordonnées spatiales d'Unity, qui font que les arrondis font que le rendu est forcément un peu déformé. Donc la deuxième solution qui a été adoptée, c'était de forcer la main au shader. On s'est rendu compte en regardant un petit peu plus la doc d'Unity qu'on pouvait rajouter une pragma dans les shaders qui forçait le mode full forward à rendre les endroits. Donc ça consistait juste en fait à rajouter, je ne l'ai pas mis là dans le code, mais c'est juste rajouter vraiment le mot full forward shadows dans les pragmas du shader. Et ça a marché de façon assez magique en fait. Le rendu était quasi pixel perfect, on a encore des tout petites zones de l'écran qui ne sont pas totalement, mais il faut vraiment avoir l'œil. Et bon, on s'est contenté de cette solution-là pour l'instant. Deuxième difficulté, c'est la transparence dans les shaders. Pour les spécialistes de shaders, ils doivent connaître le problème, c'est qu'on a souvent un z-index, c'est-à-dire une superposition des textures un peu aléatoire, c'est-à-dire que si on a une texture au-dessus d'une autre, avec tous les deux des shaders de transparence, il peut arriver que c'est dans certains cas que en fait, celle du dessus passe en dessous au niveau de l'affichage. C'est des bugs assez incompréhensibles, mais c'est dû à la mécanique des shaders. Donc une première solution, c'était de forcer le render queue, c'est-à-dire l'index de rendering du shader, c'est-à-dire l'ordre dans lequel il est rendu, à la main dans les scripts. Ça marchait. Sauf que c'était assez difficile à maintenir parce que les différentes couches dans le jeu qui sont alors le sol, l'icône de sélection des héros, les différentes props dans les niveaux, devenaient assez difficiles à maintenir. Et en plus de ça, c'était très peu optimal parce que quand on modifie un matériel comme ça, vous devez savoir, ça augmente d'autant le nombre de draw calls dans une scène. Et en plus de ça, il y a certains cas où, en particulier dans les plans verticaux, ça ne suffisait pas parce qu'on pouvait avoir un props par exemple qui devait se superposer devant le mur, le héros encore par-dessus, sauf que si le héros passait derrière le props, on avait un problème qui faisait que le héros apparaissait devant alors qu'il était derrière. Donc la deuxième solution qu'on a utilisée, c'était de finalement ne pas utiliser des shaders de transparence simples, mais utilisant les paramètres de cutout. Et ça c'est la solution la plus connue en fait pour contrer ce genre de problème. Donc on avait bien l'attitude des objets qui étaient pris en compte. Par contre, du coup, ça nous force à prendre un petit peu de raccourcis quand on veut utiliser de la semi-transparence dans les textures. On veut faire des choses un petit peu élaborées. Mais notre projet n'en utilise pas énormément, donc on s'en sort pas trop mal. Ensuite, une idée qu'on a eue grâce à un des devlogs de Legend of Dungeon, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui est très très bien aussi, qui est un roguelike pareil, en pixel art, mix de pixel art et de 3D. On a eu l'idée de améliorer encore un petit peu le rendu 3D de nos héros en utilisant des normal maps super simples de ce type-là, qu'on superpose aux héros en fait, qui nous permettent d'avoir un lighting qui va se propager de façon élégante sur le héros. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une light qui est sur la droite de mon héros, et on voit bien que la partie droite du héros est un peu plus éclairée que la partie gauche. Je vais peut-être vous montrer une game. Par exemple. Je vais passer dans la plus saine. Alors ici, mon héros, je vais supprimer tous les effets. Mon héros ici, il est éclairé. Alors attendez, je vais afficher. A priori, c'est cette light là. Et on va voir que quand je change l'orientation de la light,
ça va éclairer le héros un petit peu comme s'il était en 3D. Mais pas réellement, mais bon, c'est un effet qui est assez cool, on a trouvé pour l'intégrer dans le jeu. Et en fait, quand on regarde en détail le matériau de ce héros, c'est simplement sa sprite sheet. Si je l'ouvre, c'est globalement les différents iframes de son animation. Et puis en face, on met simplement une image comme ça qui correspond aux différents sprites. On a mis tout simplement en mode normal map dans les paramètres d'import, en utilisant juste le grayscale. On a vraiment utilisé une méthode assez bourrine et assez simple, qui fait son effet. Voilà, je vous montre un petit peu les exemples d'images. Ok, troisième partie, le générateur de donjon. Alors c'est un peu moins je vais rentrer un peu moins dans la technique, je vais rester un peu plus global, un peu au niveau. Notre objectif dans ce générateur, c'était d'avoir beaucoup de diversité dans nos donjons, c'est-à-dire chaque partie est complètement différente. Et tout de même garder une maîtrise de l'aléatoire, ça c'est un mot qu'aiment beaucoup utiliser les game designers. Ils veulent quelque chose d'aléatoire, mais qui maîtrise quand même. Et donc on a trouvé une solution pour ça, on appelle ça la génération semi-procédurale. Le concept, c'est d'avoir la main sur un aspect haut niveau de nos donjons, et après laisser le générateur mélanger tout ce qu'on design et en faire quelque chose de complètement dynamique. En gros, on a un système avec deux types d'objets qui sont les templates et les slots. Les slots, en fait, je vais commencer par ça, c'est des emplacements clés dans notre niveau qui vont dire, voilà, à cet endroit-là, je voudrais que tu mettes un template de type donjon, par exemple. C'est ce qu'on va mettre au tout début du jeu, on va mettre un slot donjon en plein milieu. On va dire, là, tu mets un template de type donjon. Et les templates, en fait, ils vont pouvoir contenir des règles, du design gameplay, donc c'est-à-dire un certain mesh de collision pour le pathfinding, des points stratégiques pour placer des défenses, etc. Et aussi un contenu level design qui va être du style, graphique, je veux dire, un mur de telle couleur, avec ceci, comme sol, comme props, etc. Et en fait, ces templates-là vont aussi pouvoir contenir des slots. C'est là que le système est magique, c'est un système très récursif, c'est-à-dire qu'un template va lui-même contenir des slots qui vont dire là tu me places un props, là tu me places un mur, là tu me places une porte, etc. Et au fur et à mesure, on va remplacer tous les slots de notre
graphique qui définit un peu l'ambiance du niveau. Et en fait, grâce à cet outil, on va pouvoir voir les différentes combinaisons de donjons. À chaque fois que j'appuie sur le bouton, il régénère en fait toute la série de remplacements qu'on a vu juste avant. Je peux cibler plus particulièrement les contenus de style des rooms. Donc on a différents types de rooms. Celle-ci par exemple, que je vais pouvoir générer à l'infini. On n'a pas beaucoup de versions. Si je retire des contraintes, on va voir les rooms de différents niveaux, avec différents agencements de sol, de props, etc., qui vont pouvoir varier, qu'on va pouvoir intégrer dans le voilà. Conclusion, à propos de l'outil Unity, puisque c'est un peu le thème de la soirée, c'est vraiment un outil excellent pour tout ce qui est développement itératif comme nous on peut le faire. C'est-à-dire prototyper une feature, l'enlever, la retirer, l'améliorer, truquer les valeurs via l'éditeur, etc. C'est très rapide à faire, ça nous aide beaucoup. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure et à la présentation de l'outil 2D qui est maintenant intégré dans 4.3, nous, malheureusement, on a commencé le projet trop tôt, donc on n'a pas pu bénéficier de toutes ces features-là. Mais on a commencé rapidement à étudier les différents outils et on utilise par exemple le Sprite Editor qui est très pratique pour découper les spreadsheets par exemple. Et on s'en sert en particulier pour tout ce qui est intégration des décors, des murs, des plafonds, des props. Et puis en ce qui concerne l'animation, on a gardé pour l'instant notre système maison. Parce que pour l'instant les shaders sprite de type sprite qui sont dans la catégorie sprite Unity sont encore trop limités, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas supporter le lighting, la réception et l'émission de l'ombre, etc. Donc pour l'instant on en reste là, on verra plus tard si on a le temps d'intégrer toutes ces features. Voilà, je vous rappelle mon contact, et puis n'hésitez pas à aller voir la page du jeu si ce n'est pas déjà fait. Voir les vidéos, les images, et puis voir un peu comment la communauté réagit là-dessus. Voilà. Si vous avez... J'ai une question sur la génération du niveau, des niveaux plutôt donjon aléatoire. Finalement, c'est quoi? C'est plein de petits préfabs qui s'assemblent. Alors en fait, vas-y pose, je vais la répéter. D'accord. Donc je disais, pour la génération du donjon, finalement, ce que j'ai pu comprendre, c'est finalement plein de petits préfabs en fait, que vous avez fait avant. Et après, votre moteur repasse dessus et assemble tout ça. En fait, c'est pas exactement des préfabs, mais on peut dire que ça y ressemble. Je vais charger par exemple. Cette scène, en fait, on a une scène pour chaque tileset dont je parlais tout à l'heure et chaque type de props, de template, dans lesquels on va définir ce que. Du coup, j'ai pas répété la question. La question c'était est-ce que le système c'était d'avoir des templates définis qui sont remplacés au fur et à mesure. C'est un peu ça en fait. On a nos différentes rooms qui sont définies ici dans cette scène. En fait, si j'ai fini un petit peu l'affichage. Donc on a développé nos propres outils éditeurs pour gérer les templates. Donc en fait on a des templates qui sont symbolisés par la partie grise avec des bords, avec des petits spots dans lesquels on va mettre notre contenu. Je parlais tout à l'heure, donc le design graphique, les points clés, etc. Si je remets les gizmos, on va avoir des points clés qui sont les points où on peut construire des modules, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, les points stratégiques de défense où vont se placer les héros, le point central de la room, etc. On a des lights aussi qui sont déjà très placés. Et on a donc à l'intérieur de ces templates, ce qu'on voit, les petits cadres bleus,
c'est en fait des slots, ce dont je parlais tout à l'heure, qui vont être à la génération remplacés par d'autres templates. Par exemple, ici on a un template de type, alors c'est écrit small corridor H, small corridor horizontal. On a à l'intérieur des petits slots, comme celui-ci, qui est un slot de type small props. Et on a une autre cell quelque part qui va définir tous les small props possibles qui vont pouvoir être mis à cet endroit-là en fait. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une variété importante dans nos salles. C'est-à-dire que cette salle-là, par exemple, elle aura le sol et le mur qui seront constants, mais tout le contenu à l'intérieur sera généré dynamiquement et il pourra temporairement. Donc finalement, tout a été fait en dur, et après c'est que de l'assemblage qui est fait dynamique. C'est que de l'assemblage, du remplacement un peu des points clés par des templates qui sont définis. Pardon, mais toujours pour l'équilibrage et la génération aléatoire, par rapport à la difficulté, c'est vu qu'au fur et à mesure que les salles, vous les remplissez toutes une par une, ou si vous attendez d'avoir tout le donjon généré pour après remplir le truc avec les ennemis, la difficulté qui correspond à votre. Alors en fait, c'est deux process complètement différents, mais c'est toujours en train de s'ajuster. La génération en elle-même du donjon, c'est-à-dire les salles, les props, etc., tout le décor, c'est fait pendant l'écran de loading. Tout est généré au départ. Et après, à chaque ouverture de porte, en fait, ce qu'on appelle des événements sont générés dynamiquement. Ils vont dépendre de plein de choses. On a une sorte de variable de karma ou de difficulté qui est au départ à 0 pour simplifier. Et quand on va ouvrir une porte, on va tirer aléatoirement un événement qui va être par exemple tombe sur des mobs. Donc là, ça va augmenter la difficulté. On va se dire, ok, là, on a mis le joueur dans une situation difficile, donc on va essayer de compenser. Générer un événement qui sera plus bénéfique pour le joueur. C'est-à-dire qu'à la porte suivante, on aura peut-être un item ou un tomber sur un marchand ou un nouveau héros à côté. Ça va rechanger la valeur de la difficulté et ainsi de suite. Ce qui fait que tout ce qui se passe vraiment dans le jeu est vraiment dynamique. C'est ça, ouais, à la volée. Alors que le décor est lui pour l'instant généré au départ. S'il y a d'autres questions. Moi, j'en ai peut-être une deuxième. Vas-y, pardon. C'est juste pour ce que tu as dit à la fin, que vous avez gardé votre méthode maison pour les ombres. C'était la question du Shragma dans le shadow. C'était juste ça ou vous avez des trucs. Alors, pour le problème du lighting en particulier, oui, c'est ça qu'on a gardé pour l'instant. Et ce que je disais aussi, c'est que sur la dernière slide, tu veux dire ah non, tu veux dire. C'est toujours les solutions numéro 2 qu'on a gardées pour l'instant. Il y avait une question là-bas tout au bout. Ouais. Alors en fait, la question c'est comment sont placées les salles. En gros, c'est ça. Est-ce que c'est complètement aléatoire ou pas donc, je vais charger une autre scène dans laquelle on définit nos donjons. Donc l'avantage du système, c'est qu'il est adaptable à tous les niveaux. On peut rajouter des niveaux autant qu'on veut. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a 4 niveaux, si je ne me trompe pas. On a les donjons. Je vais vous montrer. Alors, on a nos donjons qui sont ici, qui en fait, donc comme je disais, le gros carré gris, c'est le template. À l'intérieur, ce qui est bleu, en fait, c'est les slots. Ce donjon-là, par exemple, va contenir cet agencement de salles. Les petits points verts qu'on voit, en fait, ça correspond, enfin les petits cubes verts qu'on voit, ça correspond aux cubes violets qu'on voyait tout à l'heure dans les salles. C'est les points de jonction, en fait. Ouais, que je branche. Je sais pas si c'est bon. Donc ouais, les spots verts qu'on voit ici correspondent aux spots violets de tout à l'heure. Et en fait, on dit dans ce donjon-là, on va avoir une salle ici qui va être jointe, une grande salle de cette taille-là qui va être jointe à ce niveau-là sur un autre petit corridor, etc. etc. Et donc comme je disais, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau donjon qui est dans celui-là. On a le niveau room pack
qui va être un ensemble de rooms agencés de façon aléatoire. On a un niveau room. À l'intérieur des rooms, on a des niveaux props, etc., etc. Et pour chaque niveau, on a différents types. Pour les salles, par exemple, on a les salles hautes étirées, les salles petites carrées, les salles corridors, etc., etc. Je sais pas si c'est très clair. Par rapport au rendu de la lumière, vu que lorsque tu déplaçais, lorsque tu déplaçais la lumière, l'ombre portée du sprite bougeait avec la lumière, c'est géré nativement dans l'Unity, ça ou ouais, ça c'est un. En fait, non, c'est les. Ah, mais il sait qu'il veut pas attendre. C'est le fait. Ouais, donc en fait, on a des quads sur lesquels sont rendus nos personnages. Super. J'étais à personne s'en servir un peu. Donc on a les quads sur lesquels sont rendus nos personnages, qui utilisent des shaders qui permettent d'avoir de l'émission et de la réception de l'ombre. Et en fait, automatiquement, effectivement, avec la transparence, il sait découper la forme et du coup projeter la bonne forme sur les murs. Voilà. Donc ouais, c'est natif à Unity. On s'est très souvent posé la question de le faire nous-mêmes pour des raisons de perf, mais au final, on n'a pas assez de temps et de ressources, et ça marche plutôt pas mal, les perfs sont pas trop mauvaises, pour du PC en tout cas. Et voilà, on est assez satisfait du système pour l'instant. On s'arrête là. Merci. Bon, bonjour à tous, excusez-nous pour le délai. On a changé le projet de PC, on va espérer que ça va marcher. Aujourd'hui, je vais vous présenter Isle, le prochain jeu de Area Effect. D'ailleurs, on parlait de jam tout à l'heure. On a organisé un jam il y a un mois dans nos locaux. On commence à accueillir des gens. On a une petite boîte qui essaie de faire des choses, dont Isle. Ça fait environ un an que c'est en développement. Et donc, on va essayer de faire une démo live du jeu, qui est actuellement en alpha, et de voir le jeu dans l'éditeur Unity, pour essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Donc Area Effect, ça fait 3 ans que ça existe. Avant ça, j'étais chez Ubisoft en R&D. Ça fait 7 ans que je fais des jeux vidéo, et on est un tout petit studio. Actuellement, il y a 2 à ça. Donc on essaie d'avancer lentement mais sûrement sur un jeu d'aventure en ligne, en coop, action-aventure. Donc on prend des décisions qui sont évidemment qui nous aident à produire un jeu à peu de gens, avec beaucoup de contenu. Donc c'est aussi pour ça que vous verrez des choses qui ont été faites de cette manière-là. On a commencé avec Area Effect il y a 3 ans donc, à faire du jeu mobile. On a fait Star Tales, iPhone, iPad, qui est sorti en 2011. 300 000 téléchargements de joueurs. Ça a marché correctement, mais c'est vrai que mobile, c'était pas ce que je préférais. Ensuite, j'ai fait un serious game pour Ubisoft, Bipolife. Donc c'est une espèce de Sims-like, avec un twist, c'est que votre personnage est bipolaire. Donc il faut gérer son humeur, il est maniaque, il est dépressif. Donc, il y avait un but éducatif. Le but, c'est donc parler de la maladie aussi bien aux patients qu'aux familles des patients. Donc ça a été lancé l'an dernier. Et donc depuis, on travaille sur Isle. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est de vous faire une petite démo du jeu, si ça fonctionne. Donc c'est un build actuellement en développement. Donc il y a quelques trucs qui vont certainement pas être parfaits, mais ça fait un peu plus d'un an que c'est en développement. Normalement, on peut voir pas mal de choses. Donc le but, c'est de vous faire une petite démo de 5 minutes du jeu. Donc je vais vous montrer d'abord l'environnement, les personnages,
le système de gameplay, quelques systèmes de jeu, et puis le but ensuite c'est d'avoir directement dans Unity les spécificités d'un jeu tel que celui-là. Donc je vais directement me téléporter à différents endroits du jeu pour qu'on voit le jeu direct, parce que le tutoriel ça prend un peu de temps. Ok, donc là on est au point de départ du jeu, au centre de l'île. Donc on voit la montagne, on voit le Donjon des Ombres, qui est un peu le donjon final de l'île. Le volcan, qui est un lieu plus feu, le canyon volant, le monde des nuages, des statues ici, un phare avec un bateau qui vole. Donc le but c'est de poser une ambiance dès le départ. On est vraiment en jeu open world, on a un système de jour-nuit avec une ambiance qui varie beaucoup. On essaye de créer un monde un petit peu onirique. Je vais vous montrer d'autres endroits. C'est très open world, le but c'est que le joueur puisse aller vraiment où il veut. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de loading. Donc on va voir dans Unity comment est-ce qu'on a géré tout ça. Donc on peut avoir des joueurs qui jouent en multi un peu partout dans le monde. Je ne montrerai pas la partie réseau parce que c'est un peu trop technique, il y a trop de code, des choses comme ça, mais on pourra avoir des choses quand même intéressantes par rapport à tout ce qui est open world. Donc voilà, donc on a une cave de glace, on a un volcan, on a plein de donjons qui sont un peu cachés partout. Et donc un système d'objets qu'on peut des fois trouver dans des coffres, et des fois on peut les trouver en tournant des monstres ou en craftant. Donc là typiquement on a un parachute. C'est un parachute avec un système d'objets qui sont à double utilité. Plutôt une dualité entre objets et compétences. Donc tout le jeu tourne autour des objets, il tourne aussi autour des éléments. On a vu que le jeu était un peu agencé avec le feu, avec la glace, avec la terre, et on joue beaucoup avec ce thème-là tout au long du jeu. Les différents personnages du jeu, on les habille de manière élémentaire. Le feu, la glace, etc. Toujours la même chose. Ça leur donne aussi des modifications de gameplay qui vont être plus lents, plus rapides, vont faire plus de points de dégâts, et des choses comme ça. Ça c'est tous les personnages donc habillés avec des items un peu mis comme ça, juste pour de petites démos des personnages. Parce que c'est vrai que sinon il faut se balader partout dans le jeu, c'est un peu trop long. Donc tout ça c'est réalisé avec Mechanim dans Unity. Ça c'est les persos donc pas habillés de manière élémentaire. Donc le joueur il peut jouer les différents persos. On commence comme ça. Donc voilà, donc utiliser avec le système d'Unity directement. On n'a pas intégré de choses particulières pour ça. C'est donc du retargeting de squelettes. Donc là, je récupère quelques items, parce que je vais pas jouer au jeu, parce que vu que c'est quand même un jeu d'aventure, il faut progresser, etc. Là, j'ai ma zone de test, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je triche un petit peu pour vous montrer les choses. Donc là, en bas de l'écran, on commence à voir une barre de skill qui se remplit. J'ai récupéré des objets, et donc chaque objet que j'ai récupéré correspond à une compétence. Et donc l'idée du jeu, c'est qu'on a donc une espèce de série d'objets, une centaine d'objets pour l'instant, et on va les récupérer au fur et à mesure. Ils sont répertoriés dans un bouquin, qui est une espèce de Pokédex, mais d'items. Et par rapport à ceux qu'on a récupérés ou ceux qu'on n'a pas récupérés, ils sont plus ou moins remplis. Donc ça fait un peu une sorte d'achievement, série d'achievements. Si vous avez joué à WoW, vous connaissez sûrement cet écran-là, ou d'autres jeux du même genre. Donc là, par exemple, la Terre, j'ai récupéré aucun objet. Les feux, j'en ai récupéré quelques-uns. Voilà, donc récupérer tous les objets, c'est un des buts du jeu. Et c'est aussi une manière d'augmenter sa trousse à outils. Parce que là que j'ai récupéré l'armure de feu, ça me fait une espèce de damage shield autour de moi. L'accessoire que je récupère, ça me fait une attaque qui envoie des boules de feu. Par contre, si je fais aucun point de dégâts, c'est moi qui m'en prends. Donc on a l'élément du feu qui est plus le combat, l'élément de la glace qui est plus le contrôle, la terre, la défense, la lune, plus la régénération, la vie. Donc on essaie d'articuler le jeu autour de ces éléments-là.
et d'équilibrer les objets pour avoir des piliers gameplay qui soient eux aussi équilibrés. On a un système de craft, pas tout vous montrer aujourd'hui de toute manière. Donc un système de craft, on peut réparer les objets. Donc le jeu évidemment est en multi. Et je pense que pour la démo, peut-être juste montrer dans la zone de départ. Donc on essaie vraiment d'être dans le côté action. Donc on n'a pas de système, de target. On peut vraiment éviter les coups comme on veut. On peut évidemment viser sur les monstres. Donc c'est vraiment en fonction de ses compétences de joueur qu'on va arriver à faire des choses. Voilà, donc le jeu commence comme ça. Quand on commence le jeu, on a une épée comme ça et on arrive dans le jeu. Et le but c'est vraiment explorer, se balader, récupérer des objets, jouer à plusieurs. Sachant que le but principal du jeu c'est de récupérer 4 éléments. Donc là pour l'instant c'est assez perdu dans le coin là-haut. Récupérer 4 éléments et les ramener à l'arbre. Voilà pour la démo. Donc je vais essayer maintenant de vous montrer dans l'éditeur. Et ça a fini de charger, magnifique. Ok. Donc là d'ailleurs on voit une partie du... On a vu tout à l'heure, on a vu un arbre à état d'animation en 2D. Là c'est l'arbre à état de mon personnage. Donc de idle vers du jump, vers du airwalk, vers du fall, jump, swim. Donc on a une espèce d'arbre comme ça. Donc comme j'ai dit, les personnages sont faits dans Mecanime. Très content de ce système avec Unity, mais bon c'est vrai que je parlais tout à l'heure des limites de ce système. C'est pas forcément parfait non plus. Donc, je vais retrouver la scène dans laquelle se trouve le jeu. Ça risque de prendre quelques secondes. Donc comme le jeu est en open world, c'est vrai qu'on a dû découper un peu les scènes, le volcan, la cave de glace, la montagne, on a dû les couper dans différentes scènes. Ça pose plus ou moins de problèmes parce que pour tout ce qui est mis en place, vu que c'est très statique, pour l'instant le monde est très statique, pour faire tous les liens entre les différents objets, tous les liens entre les différents événements, quand vous coupez vos zones, le volcan d'un côté, la montagne de l'autre, ce qui se passe au niveau de la frontière est assez difficile à gérer. Donc le fait que Unity gère ça avec des scènes séparées, c'est pas très pratique. On est obligé de le faire comme ça. Mais d'un autre côté, ça nous permet de faire un jeu avec beaucoup de contenu et un monde ouvert. Et donc là, par exemple, dans la scène de base, il n'y a presque rien. Il y a ma zone de test dans laquelle j'étais tout à l'heure. Il y a tous mes items de base, il y a toutes les mécaniques de gameplay sont là-dedans. Donc je peux tester sans avoir le jeu. Et si on veut avoir le jeu, j'ai donc une fenêtre ici de Level Editor qui me permet de faire venir une scène, par exemple le volcan ou par exemple les collines. Donc je vais faire venir le plus rapide, c'est le petit phare. Donc on voit qu'ici il apparaît. Donc c'est ici qu'il est dans le jeu, il se trouve ici. On voit d'ailleurs un bout de la coque de l'île ici, là. Parce qu'elle on l'a pas encore placée dans les scènes respectives. Voilà, donc on a un outil déjà ici qui nous permet de travailler sur les scènes séparément. Parce que mine de rien, quand on charge tout dans la scène principale, ça commence à ramener quand même de manière assez forte, sachant que quand on modifie un préfab, ça modifie toutes les instances qui sont dans l'éditeur. Donc quand vous avez beaucoup de choses dans l'éditeur, il doit y avoir, je sais pas, 500 000 objets, tout de suite c'est assez lent. Donc cet outil est très très utile. D'ailleurs, je pense qu'il peut être utile même dans les petits jeux. De séparer les choses, je pense que c'est très, très pratique en scène. Ça permet aussi de sauver les scènes en tant que data, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les perdre, vu qu'elles sont sauvées dans d'autres scènes. Quoi qu'il se passe dans la scène principale, on est sûr qu'on ne touche pas au reste. Donc pour le loading de scène, petit outil ici. Je voulais aussi vous montrer alors, comment est-ce qu'on gère nos données. On a beaucoup de données dans le jeu, on a beaucoup de personnages, on a beaucoup d'animations, on a beaucoup de données graphiques, de sons, choses comme ça. Et quelque chose qu'on fait de plus en plus, je vais juste enlever ça, qu'on fait de plus en plus, c'est d'avoir une couche entre l'import de la donnée et la manière dont on la traite dans Unity. Donc, pour donner un exemple, on a un système un peu comme le système de donjon qu'on vient de voir à l'instant. On a un système de modules.
Là, on voit des petits modules. Hein. Donc, tout à l'heure, quelqu'un posait la question. Ça, pour le coup, c'est des préfabs. Donc, ça, c'est un préfab. Et donc, ils sont générés à partir d'un mesh, justement. Donc, en gros, j'ai un artiste sous Maya. Il m'envoie un mesh qui correspond à un module. Moi, je l'importe dans Unity. Et j'ai un script qui lit ce mesh-là. J'appuie sur un bouton. Et le but, c'est qu'il me génère tout. Donc, ça veut dire qu'il me génère les matériaux, la physique, les zones de trigger. Le module, il a forcément une zone d'entrée et une zone de sortie, il les vérifie. Il a aussi vérifié dans le mesh que la porte elle a bien la bonne forme et qu'elle se trouve bien au bon endroit. Il a vérifié que c'est sur une grille, etc. Bref, donc il y a plein de vérifications qui sont faites. Donc là, on voit ici, hein, c'est le bouton en bas, Try Setup. Et donc, par exemple, ce module-là, donc évidemment, il est en Volcano. Si je le mets en Mountain et que je Try Setup, il passe en Mountain. Donc évidemment, là, la lave, elle reste. Donc si je prends la lave et que je mets de la flotte, à la place, j'ai de la flotte. Donc le but, c'est vraiment de déjà avoir une vérification des données que le graphiste m'a envoyées et d'être sûr que tout est convenable. Et donc pour ça, en plus de ça, on a une couche encore supérieure, qui est un bouton ici, qui setup tous les modules. Donc, sachant que pour l'instant, on va avoir 400, quelque chose comme ça. Bon, il y a beaucoup de copier-coller parce qu'il y a le même module qui est en volcan, en montagne, en machin. Mais le but, c'est quand même que quand on clique sur ce bouton-là, on peut voir tous les warnings et se dire, ah tiens, ce module-là, en volcan ou en autre chose, il pose problème. Quand on a autant de données que ça commence à être assez utile, parce que sinon, pour gérer les bugs, des choses comme ça, c'est plus problématique. Donc là, c'est quand même assez, ça marche très bien. Donc on utilise ça pour les modules, on utilise ça pour les personnages aussi. Donc un personnage, c'est pareil, c'est juste un mesh qui est ici. Et au-dessus, son père, il a un script qui s'appelle Linking Puppet, et qui lui, il fait tout le lien avec les différents objets. Sachant que dans ce genre de truc, il y a beaucoup de fils, il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de particularités, on va avoir des encores pour les objets qui vont se mettre, on va avoir plein de choses. Et donc on ne peut pas le faire à la main, quoi, à chaque fois, c'est beaucoup trop long. Et donc on a un script qui fait automatiquement. Donc ça, on l'a pour les modules, on l'a pour les personnages, on l'a pour les objets, on l'a pour les compétences, on l'a pour les sons, on l'a pour les animes. Donc à chaque fois, chaque type de data, on a une espèce de couche intermédiaire qui nous permet d'être certain que ce qu'on a chargé est convenable et qu'il n'y a pas de souci. Donc c'est une vérification, quoi. C'est très pratique. Et Unity nous permet de le faire parce qu'on peut customiser l'éditeur, mettre des petits boutons partout, et faire ça de manière assez convenable. C'est très pratique. Je vais vous montrer ensuite si je charge les collines qu'on a vues tout à l'heure, avec les petites chèvres. Là. Dans ces collines, il y a pas mal d'objets différents. Il y a des props, il y a des NPC, il y a du décor, il y a des lumières, des choses comme ça. Et il y a plein de trucs qui ont été placés dans Unity directement, donc pas dans Maya. Donc, nous on fait tout dans Maya, ça pourrait être Max par exemple. Donc les collines, hein, tous les objets, donc tout est statique, hein, vraiment tout est placé à l'avance. Donc pour l'instant on n'a rien de procédural. Et là on a par exemple on a des petits cailloux qui sont placés, on a de l'herbe qui est placée, on a des choses qui sont un peu mises sur le sol. Et tout ça c'est fait dans Unity. Si on regarde l'herbe par exemple, donc l'herbe c'est vraiment des polygones. Donc on a ça, ce que j'ai cliqué, ce truc là, qui prend juste cette place là, ça fait 4000 triangles. Ça fait 4000 triangles, ça bouge pas, donc c'est pas forcément un énorme problème, ça casse pas de don non plus, donc c'est convenable. Et donc ça c'est créé par un outil de level design. Et donc là, ça me crée une sphère avec un trigger et un projecteur qui permet de voir un peu où je suis. Et ensuite, je peux brusher de l'herbe. Le brush d'herbe, il fait donc plein de recast, il oriente les bouts d'herbe avec du bruit de perlin. Et puis il combine tous les trucs qui ont été faits et il sauvegarde ça automatiquement. Et il place ça dans la liste. Et voilà, c'est tout. Donc il y a le truc qui combine, le truc qui fait les recasts sur le sol, plein de recasts là, pour placer l'arbre au bon endroit. Et donc ce module-là qui place les herbes,
on utilise pour les ennemis qui sont placés dans les donjons, on utilise pour les herbes, on utilise pour les herbes, on utilise pour les arbres dans le monde des nuages, enfin, pour tous les trucs qui sont générés sur le sol, qui sont générés avec ce module-là. Donc il y a beaucoup de configurations différentes. Et par exemple, je vais vous montrer une utilisation un peu différente. La route ici, elle est générée avec ce module-là aussi, avec une spline. Donc c'est une spline, le module de spline, j'ai récupéré sur la Store $5, et ça utilise ça. Donc là on voit 2 splines, plutôt une seule. Donc ça marche là. Donc ici on a une série de splines qui est pour cette zone-là. Donc elles sont ici. On voit un peu clignoter là. Donc elles sont utilisées, on le voit pour les routes, mais aussi pour les barrières. Les spines sont placées et ensuite on appuie sur un bouton et ça génère les différents trucs. Donc pareil, hein, on a la spline qui fait comme ça, et puis on fait les recasts le long de la spline, on place les objets où il faut. Donc on peut soit placer les objets très séparés, soit très collés. On peut en placer 2 ou 3 colonnes, bref, on peut un peu customiser ça. Le but c'est de créer des routes qui sont assez organiques, qui ressemblent à des vraies routes. Et aussi le but c'est que ce ne soit pas l'artiste qui doit le faire dans Maya, parce que si on devait faire ça dans Maya, dès qu'on devrait bouger le terrain, on devrait changer les routes, enfin ce serait une horreur. Donc là c'est très pratique. Une autre petite chose, on parlait de modules. D'ailleurs, on a vu ça de manière un peu plus évoluée dans le jeu précédent. On a aussi donc un système de donjon qui utilise les modules qu'on a vus tout à l'heure. Donc c'est un peu la même chose. Là j'en ai un test. Donc ça c'est l'exemple d'un donjon. Donc on a une porte qui est ici, et dans le donjon, qui est écrit ici, on a une pipe large, qui est ça. Ensuite on a un T. Ensuite on a un élévateur, c'est-à-dire quelque chose qui monte. C'est ici là. Je ne sais pas si vous voyez la souris. Ouais. Voilà, donc ce donjon-là, ce fichier-là, ce script de donjon, il décrit comment les modules sont agencés les uns par rapport aux autres. Cet agencement pourrait se faire de manière procédurale. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce le sera plus tard. Donc, ça utilise directement les préfabs qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça link directement vers le préfab qui est enregistré. Donc, si on modifie le préfab après qu'on ait fait le donjon, c'est pas grave, le donjon est mis à jour automatiquement. Et ensuite, ce script-là de donjon, on peut placer les montres dedans, placer des props dedans, placer des coffres, bref, placer tout ce qu'on veut. Et ça utilise, là si on regarde par exemple ce module-là, ça utilise, là on voit qu'il y a un truc caché, on a des boîtes cachées quoi, qui nous permettent de faire des recasts automatiques, placer des trucs un peu de manière aléatoire. Donc ça pourrait être une boîte, ça pourrait être un pivot directement, c'est un peu comme on veut, ça dépend des modules. Voilà pour l'éditeur. Je laisse ouvert parce que s'il y a des questions particulières, on pourra regarder. Les limites d'Unity par rapport à mon jeu. Je voulais en parler parce que c'est vrai que peut-être qu'on ne voit pas tous les jours des jeux ouverts comme ça dans Unity. Donc déjà le fait que les scènes soient additives, c'est-à-dire que quand on lance le jeu, on a une petite scène de départ et on va charger plein de choses. On va charger le volcan, on va charger la forêt, etc. Ça pose des problèmes. Par exemple pour le baking, pour baker quelque chose dans Unity, pour baker du pathfinding, pour baker de l'occlusion culling, pour baker des light maps, on peut le faire seulement dans ce qu'on pourrait appeler la scène mère. Si on bake dans le volcan, si on bake dans la ice cave, et qu'on charge ensuite ces scènes-là, ça ne fonctionne pas. Il faut le faire vraiment dans une scène principale. Donc on ne peut pas baker séparément le pathfinding dans le volcan, dans la cave de glace, dans la montagne. Il faut tout ramener vers une scène principale et lancer le baking. Donc ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de RAM. Donc là on commence à avoir des problèmes qu'on retrouve dans les AAA. On commence à avoir besoin d'une machine de build par exemple, qui a 16 Go de RAM.
parce qu'on a une scène qui est gigantesque, et on sait qu'elle va grossir aussi, donc il faut se préparer à avoir besoin de plus de RAM, parce qu'on doit encore une fois ramener toutes les scènes dans une scène principale pour faire le making, qui en plus prend beaucoup de temps. Le pathfinding dans Unity, donc ça je parle de la solution qui est vendue avec Unity, on va dire. Le pathfinding a une limitation en termes de taille. On peut régler la précision du pathfinding dans Unity, mais si on veut une précision correcte, on est limité en taille. Donc là, mon île, elle fait 2,5 km par 2,5 km par 2,5 km, un truc comme ça, 2-3 km. Si elle faisait 10 km, le pathfinding, il aurait une précision non acceptable. Donc il faudrait que je refasse un pathfinding moi-même, sûrement. Ce qui n'est pas forcément évident parce que leur solution est quand même pas mal. Donc voilà, c'est une limitation qu'il faut connaître. Ça veut aussi dire, je pense, que notre monde n'aura pas une taille plus grande qu'un certain maximum. C'est déjà assez grand, donc de toute manière, ce ne serait pas non plus un problème majeur, mais je pense qu'il faut le savoir. Au bout d'un moment, le mesh de navigation est tellement imprécis que les ennemis marchent en l'air. Donc c'est pas acceptable. Et enfin, problème de Shadowcaster. Donc tous les objets qui projettent des ombres ne sont pas patchés en Deferred Shading. C'est un peu particulier, mais pour dire que quand vous voulez avoir un jeu où on voit très loin, ce sera difficile d'avoir plein d'objets qui projettent des ombres. Ce sera difficile. C'est possible, mais ce sera assez difficile. Et enfin, mécanisme. Je parlais tout à l'heure de mécanisme donc pour les personnages et pour les monstres, pour le héros, etc. Ça marche super bien. Par contre, c'est vrai que ça manque de customisation, ça manque de paramétrage au niveau du squelette par rapport aux différents layers. Dans mécanisme, vous avez le layer principal, et ensuite d'autres layers qui viennent se superposer, donc soit en additif, soit en override. Et on ne peut pas vraiment mettre de poids par rapport à ces layers. Enfin, on peut mettre un poids par rapport au layer, mais pas par rapport au bone de chaque squelette. Il y a un système de masque, il y a un système de filtre, mais malheureusement il n'est pas assez précis pour faire quelque chose de très pro. Donc on doit se contenter d'avoir quelque chose soit en override, c'est-à-dire si on veut avoir une animation où le personnage est court et en même temps il fait autre chose, il faut chaque animation qui le gère. Donc il y a plein de jeux qui font ça, je sais qu'à Ubisoft on faisait ça très souvent, parce que c'est forcément plus beau. Mais c'est vrai que des fois on aime bien avoir du additif, mais qui est assez particulier pour pouvoir régler les poids par rapport aux animes, pour avoir un rendu qui est plus organique. Donc là, c'est pas possible. On a des settings, mais elles sont pas assez complexes, disons. Mais bon, si je devais tout refaire aujourd'hui, je reprendrais Unity quand même. Donc bon, c'est quand même un très bon moteur, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça marche super bien. Pour finir, pour conclure, là, ce que vous avez vu aujourd'hui, la démo, c'est donc l'alpha numéro 3. La prochaine alpha, le monde sera entièrement voxelisé. Donc on va entièrement avoir un procédural, en reprenant ce qui a été fait, chaque partie, chaque section du jeu, en le voxelisant et en changeant un peu le gameplay. On s'est rendu compte qu'en fait la boucle de gameplay principale n'était pas adaptée. La quête était beaucoup trop macro, les joueurs ne ressentaient pas de progression. Et donc on va avoir des quêtes plus simples, en tout cas au début plus simples, et plus courtes surtout. Comme ça on peut se rendre compte qu'on fait quelque chose, on le finit, et après on passe à autre chose, et on le finit, on a une récompense, etc. Ce qu'on n'avait pas, et ça nous manquait. Donc on va changer la boucle de gameplay, mettre du voxel, on va faire un voxel studio pour que les joueurs puissent créer des morceaux de jeu qui seront ensuite utilisés dans le jeu. Et surtout, on va faire la terraformation. Donc on va commencer le jeu sur une petite île, là, tout à gauche, sur le phare qu'on a vu tout à l'heure. On va commencer le jeu là-dessus, et à chaque quête qu'on va terminer, on pourra terraformer le terrain. Rajouter par exemple une colline, une forêt, un château, des montagnes, des machins. Et donc plus on va progresser dans ces quêtes de terraformation, plus ce qu'on peut faire sera évolué, plus ce qui va apparaître sera difficile, et il y aura plus aussi de chances qu'on va rater la quête. Et si on rate la quête, il y aura des choses comme par exemple des cratères qui vont apparaître, des météorites qui vont tomber sur le terrain, des failles qui vont se créer, et ils peuvent même se couper en deux. L'idée c'est vraiment qu'on joue avec la topologie de l'île. Donc si tu joues bien, tu as une île qui est bien, qui est belle comme tu souhaites. Et si tu rates tes quêtes, eh bien, d'un moment, elle ressemble à un champ de bataille dans lequel tu as perdu.
Donc là, le but, peut-être, c'est que le joueur arrive à une île telle qu'on a vu aujourd'hui, mais s'il veut faire autre chose, c'est aussi possible. Le but, c'est de laisser la créativité entièrement libre. Voilà, donc si ça vous tente, vous êtes dans l'alpha 4. Vous pouvez register. C'est privé, donc il faut marquer ça dans Google précisément. Si ça vous intéresse, c'est /isle/register.php. Et sinon, si vous avez des idées par rapport au jeu, des remarques, des choses, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. D'ailleurs, si vous enregistrez, ça m'envoie un mail, donc on peut aussi discuter comme ça. Voilà pour l'Alpha 4 qui sera dans 2-3 mois, le temps qu'on fasse le moteur de voxel. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ou pas? On a le temps là. On a le temps? Non. Oui. Moi, c'est deux. L'autre, vous fait les graphismes ou le game design, vous êtes tous les deux à coder sur le jeu. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que pour un jeu avec ce volume-là de complexité, il faut très bien réfléchir son histoire au départ, la réflexion de comment vous avez architecturé les choses, elle s'est faite de manière assez poussée dès le début. Donc la question, si je comprends bien, c'est comment on travaille ensemble en fait. Qu'est-ce que fait l'autre personne? Ou même si c'est toi qui es entièrement en charge de ça, comment toi tu l'as fait? Donc quand je disais on est deux, on a été trois à un moment, maintenant on n'est plus deux. Donc l'autre personne c'est un artiste qui fait tout ce qui est asset. Par exemple le volcan, on a vu le monde des nuages, donc c'est des mèches qui font en général 100 000 polys environ. Il n'y a pas d'UV, il n'y a pas de texture, donc ils sont assez rapides à faire. Pour ce qui est code, c'est moi qui m'en occupe. Et donc comme ça fait 14 mois maintenant qu'on est en production, voilà, on a un système d'item qui est assez générique, un système de gameplay qui est assez générique.